Bienvenue chers auditeurs, aujourd'hui plongeons-nous en janvier 1979. Après notre exploration du Japon, on traverse le Pacifique, direction les États-Unis, pour découvrir l'univers américain de l'arcade. Et pour ça, on va feuilleter ensemble Playmater, la référence. Vraiment le magazine clé pour les exploitants et les distributeurs de machines là-bas. On va vite voir que l'approche américaine est très orientée business. Coût, rendement, emplacement des bornes, rentabilité. C'est ça le cœur du sujet pour eux. Alors, nos sources principales, ce sont deux numéros de Playmater de janvier 79, le numéro régulier du 15 et puis leur répertoire annuel. L'objectif, c'est de comprendre les tendances, les acteurs importants, les défis, les innovations aussi de cette industrie américaine à un moment charnière, juste avant la grande vague, quoi. Et avec cette mentalité très business, entrons donc dans le vif du sujet. L'édito de Ralph C. Lally 2, le rédacteur en chef de Playmater, donne tout de suite le ton pour 1979. Il parle d'inflation, de hausse des coûts. Et son conseil aux exploitants, c'est direct. Préparez-vous au pire. Ça devait plomber l'ambiance, non? 15 à 20% d'augmentation des revenus juste pour compenser l'inflation. 15 à 20%? Juste pour rester à flot. Exactement. Ce qui est frappant, c'est cette mentalité déjà très gestionnaire. Il dit, OK, il faut développer de nouveaux emplacements, mais aussi, attention, il faut savoir couper ceux qui sont pas rentables, améliorer le service, revoir les commissions avec les propriétaires des lieux, peut-être même augmenter le prix de la partie. Et surtout, tenir des registres précis. Des comptes d'apothicaire presque. C'est ça. Gain moyen par machine, par emplacement, on sent une vraie pression économique, bien avant l'arrivée massive de Space Invaders qui va tout changer quelques mois plus tard. Tenir des comptes précis, ça me fait penser à un article qui avait l'air assez technique, d'un certain Charles Ross. Il était exploitant, mais aussi prof, apparemment. Il parlait de dépréciation. Ça sonne un peu aride, mais j'ai cru comprendre que c'était vital pour savoir si une machine rapportait vraiment de l'argent. C'est un poids absolument central, oui. La dépréciation, simplement, c'est la perte de valeur d'un bien. Pour une borne d'arcade, ça vient de l'usure physique, bien sûr, mais surtout de l'obsolescence. Un jeu en chasse un autre très vite dans ce secteur. Donc, Ross explique comment calculer ce qu'il appelle le coût amortissable. En gros, combien la machine va perdre en valeur pendant sa durée d'exploitation. D'accord. Et c'est là que ça devient technique. Oui, parce qu'il présente différentes méthodes de calcul. Il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Il y a la méthode simple, la méthode linéaire. On répartit la perte de valeur de façon égale sur, disons, les 3 ans de vie utile estimés. Facile. Mais pas forcément réaliste, j'imagine. C'est ce que dit Ross. Pour un jeu d'arcade, les revenus y sont souvent très forts au début, puis ils chutent assez vite. Donc la méthode linéaire, bof. Il met plutôt en avant des méthodes dites accélérées. L'idée, c'est de comptabiliser une plus grosse part de la perte de valeur au début, quand le jeu rapporte le plus, mais paradoxalement se démode aussi le plus vite. Ah, d'accord. Ça colle mieux à la réalité du terrain. Pour l'époque, on n'imagine pas forcément ça spontanément. Donc, une gestion financière pointue, ça c'est clair. Et l'autre point névralgique, le truc qui fait tout, c'était l'emplacement nom. Le fameux location. Ah ben oui, l'article de Jen Bailey le dit noir sur blanc. C'est la clé de toute opération d'arcade. Il raconte une anecdote assez folle d'un consultant, John Doherty, un vieux love tester, vous savez, ces vieilles machines un peu kitsch là. Oui, qui mesure votre sex appeal. Voilà. Ben, ce vieux machin rapportait 2 000 $ par semaine. Incroyable. Pourquoi? Juste parce qu'il était dans un emplacement exceptionnel. Le secret, d'après Doherty, le passage, le flux. Des gens. C'est tout. Un distributeur ajoutait même que le trafic transitoire, comme dans un parc d'attractions ou une gare, c'est l'idéal. Les clients se renouvellent tout le temps. Et il y avait une recette magique pour dénicher la perle rare, le bon spot. Pas de magie, non, mais des critères très pragmatiques. Une exploitante, Nancy Carlin, donne sa liste. Une forte proportion d'enfants ou de jeunes, beaucoup de passages, un quartier plutôt aisé mais pas trop chic non plus, un parking facile, des horaires d'ouverture larges, la sécurité bien sûr. Et elle dit aussi, la proximité de fast-food ou de disquaire, c'est bien. Par contre, elle déconseille les magasins de vêtements. Ah bon? Pourquoi ça? Apparemment, elle craignait que la salle d'arcade devienne le bouc émissaire facile si jamais il y avait du vol dans le magasin. Malin, non? Pas bête, oui. L'auteur de l'article, John Bailey, raconte aussi sa propre expérience avec une tournée de baby-foots.
Échec dans un bar de plage, trop saisonnier. Échec dans un centre pour ados, trop réglementé. Mais succès dans un bowling, ouvert tard, public varié. Sa formule, du coup, chercher des lieux de loisirs avec des horaires étendus, un public mélangé, peu de restrictions. Mais Dougherty, le consultant, pensait qu'il restait des opportunités, genre Chinatown à San Francisco ou les fêtes foraines. Il suggérait même des joint ventures avec les centres commerciaux, tout en pestant d'ailleurs contre leurs loyers qu'il trouvait déjà exorbitants. On voit bien le casse-tête, hein. Trouver le bon endroit, gérer les coûts. Mais il n'y avait pas que l'économie qui mettait la pression. J'ai cru comprendre qu'il y avait aussi des questions légales, réglementaires, qui commençaient à sérieusement émerger, c'est ça? Tout à fait. Le gros dossier chaud, là, en janvier 79, c'était une décision du Copyright Royalty Tribunal, le CRT. C'est l'organisme fédéral qui gère, entre autres, la répartition des droits d'auteur pour la musique. Et là, il venait d'exiger que tous les exploitants de jukebox fournissent la liste complète et détaillée de tous leurs emplacements. Imaginez le boulot. Mais pourquoi ils voulaient ces listes? C'est de l'info confidentielle, non? En fait, c'était une bataille un peu sordide entre les sociétés de droits d'auteur elles-mêmes. En gros, l'ASCAP, qui avait beaucoup de vieux succès dans son catalogue, des trucs qui passaient encore beaucoup dans les jukebox, craignait de perdre de l'argent si la répartition se basait uniquement sur les hits du moment, les classements des magazines, alors que l'autre grosse société, la BMI, qui avait plus de succès récents, préférait évidemment se baser sur les classements. Et les exploitants se retrouvaient au milieu. Pris en sandwich, oui. Obligés de fournir des données stratégiques pour régler un conflit interne aux ayants droit. L'AMOA a hurlé à l'ingérence gouvernementale. Ils ont même attaqué en justice en soulevant des questions constitutionnelles sur l'organisation du CRT. Mais bon, en attendant, la loi c'était la loi. Il fallait fournir les listes sous peine de sanctions très lourdes. C'est un bon exemple, je trouve, des complexités réglementaires qui commençaient à peser sur l'industrie. Et ce n'était pas un cas isolé, vous disiez. Non, non. En Floride, par exemple, il y avait un projet de loi, HB 36, qui voulait imposer des compteurs sur les distributeurs de cigarettes et des vignettes d'identification payantes, 5 $ par machine. Les exploitants locaux étaient vent debout. Ils estimaient le coût à 2 millions de dollars pour l'État et surtout, ils craignaient que ça fasse tache d'huile et qu'on leur impose la même chose sur les jeux d'amusement. L'association locale, la FAMA, mobilisait ses troupes et levait des fonds pour se battre. On voit bien que l'industrie devait apprendre à naviguer dans des eaux législatives de plus en plus agitées. Dans ce contexte un peu lourd, un peu tendu, il y avait quand même des nouvelles plus positives, des initiatives pour aller de l'avant. Oui, heureusement. Et une annonce assez significative venait de Playmater lui-même. Ils annonçaient leur intention de lancer leur propre salon professionnel pour le printemps 1980 à la Nouvelle-Orléans. Un concurrent pour le salon de l'AMOA? L'idée affichée, c'était plutôt de proposer quelque chose de différent, plus orienté vers l'information pratique pour les exploitants, avec des séminaires, des ateliers, pas juste une grande foire où on signe des bons de commande. Il disait répondre à une forte demande de l'industrie pour ce type de contenu plus éducatif. Intéressant. Et en parlant de salon, juste avant ça, fin janvier 79, il y avait le grand rendez-vous européen, l'ATE, à Londres. Mais avec une ambiance très différente de la MOA Expo aux US. C'était beaucoup plus un salon de distributeurs. On pouvait voir la même machine sur 5 stands différents, celui du fabricant et ceux de ses distributeurs européens. Et aussi beaucoup de gaming, comme ils disent, les machines à sous, qui étaient légales au Royaume-Uni. Et les Américains y allaient pour montrer quoi? Leur nouveauté, bien sûr, on attendait par exemple le successeur de Space Wars de Cinematronics ou le tout premier flipper droit, pas cocktail, de Gameplan conçu par Roger C. Sharp lui-même. Mais il y avait toujours ce risque de choc culturel. Un jeu comme Atari Football, basé sur le foot US, ça parlait moins aux Européens forcément. D'autres, comme Starfire, devaient mieux passer. Et puis, il y avait les critiques récurrentes sur le salon lui-même, le froid en janvier et surtout le lieu, l'Alexandra Palace, surnommé Ali Pali. Un vieil édifice victorien immense, magnifique, mais apparemment glacial et un peu délabré. Ah oui, le charme britannique. Voilà. Les tentatives pour déménager le salon ailleurs avaient échoué face à la résistance des exposants, très attachés à Londres. Mais bon, malgré tout, le salon grandissait d'année en année. Bon, on a bien parlé business, réglementation, salon, mais revenons au jeu. Qu'est-ce qu'on mettait dans ces machines en janvier 79? Est-ce qu'il y avait des nouveautés qui faisaient vibrer les joueurs? Oh que oui! C'était même une période d'effervescence. Ralph Lally, dans sa rubrique de test Playmeters Plays the Games, disait lui-même que ça devenait dur de suivre tellement il y avait de sorties. Une vraie avalanche. Côté jeux vidéo, on voyait des thèmes assez variés commencer à apparaître.
Meadows sortait Gridiron, un jeu de foot américain mais vu de dessus, en vertical. Exidy avait Ripcord, un jeu où on dirigeait un parachutiste. Sega proposait Secret Base, un jeu de combat aérien. Et Namco, via son distributeur Allied Leisure, sortait même Clay Champ, une version jeu vidéo du ball trap, du tir au pigeon d'argile. Une version vidéo du ball trap? Original. Et les jeux plus classiques, type casse-briques, ça existait encore? Toujours populaire, Namco, encore eux, mais distribué par Gremlin cette fois, avait JB. C'était un hybride assez intéressant entre un flipper et un casse-brique vidéo. Plutôt malin. Il y avait aussi encore pas mal de jeux électromécaniques, souvent avec des concepts très simples. Americoin avait Tug of War, un tir à la corde, et Killer Bees, un jeu de réflexe. Et puis, il y avait des projets un peu fous, plus démesurés. Sega présentait Grand Prix Vif Fort, un circuit immense de voitures de slot racing. Ça devait être impressionnant, mais bonjour le prix et l'encombrement. Ou alors, la réponse d'Atari au projet annulé de flipper géant de Bali, Bigfoot, Atari sortait Hercule, un flipper gigantesque, presque aussi grand qu'une table de billard. Hercule. Oui, je me souviens des images, c'était démentiel. On pouvait à peine atteindre le haut de plateau. Et les flippers de taille plus normale, il se passait des choses aussi? Énormément. D'ailleurs, un phénomène assez marquant à cette époque, c'était l'arrivée en force des flippers cocktail. Tu sais, ces tables basses vitrées. Ah oui, on pouvait poser son verre dessus et jouer assis. C'est ça. Le critique maison de Playmeter, le fameux Roger C. Sharp, leur consacre une longue analyse comparative dans ce numéro. Il en passe en revue près d'une douzaine vues au salon AMOA précédent. Alors son verdict sur cette table de salon, c'était une bonne idée? Sharpay était, disons, partagé. Il voyait bien le potentiel pour ouvrir de nouveaux marchés. Les bars chics, les lounges, les restaurants, des endroits où une borne debout classique ne passerait pas. Mais sur le jeu lui-même, il trouvait que la plupart manquaient encore de quelque chose pour vraiment accrocher les joueurs sur la durée. Souvent des problèmes d'équilibre, de rythme, des zones mortes sur le plateau. Il établit même un classement, du meilleur au moins bon selon lui. Star Trip de Gameplan et Lucky Draw de Mirko s'en sortaient plutôt bien. Mais d'autres, comme le Spectra IV de Wally, étaient très critiqués pour leur ergonomie. Globalement, on sentait que c'était un format qui cherchait encore un peu sa formule magique. Mais c'est une tentative de diversification intéressante, c'est sûr. Et pour les flippers classiques, les vrais flippers où on joue debout, quelles étaient les stars de ce début 79? La rubrique de Sharp devait être très attendue par les exploitants. Ah oui, crucial même. Et là, en janvier 79, il met en avant 3 grosses nouveautés. Et attention, il leur donne à toutes les 3 la note maximale, 4 étoiles sur 4. C'est dire si le niveau était élevé. Il y a d'abord Flash de Williams. Pour Sharp, c'est un jalon important. Pas seulement parce que le jeu est excellent, rapide, bien conçu, mais surtout parce qu'il marque vraiment l'arrivée du son électronique comme un élément central du gameplay. Et il introduit un nouveau système d'autotest pour faciliter la maintenance, très apprécié des exploitants. Le son qui devient un argument clé. Et les 2 autres élus? Ensuite, il y a Playboy de Bali. Bon, là, évidemment, le thème était en béton armé. Sharp trouve que c'est un très bon mélange de mécanismes qui ont fait leurs preuves chez Bali, comme sur 8-Ball ou Matahari, avec quelques nouveautés bien senties, comme un super bonus ou une fonction grotto kickback. Et puis visuellement, c'était très réussi. Un hit assuré. Et enfin, le troisième, c'est Charlie's Angels de Gottlieb, l'adaptation de la série télé Drôle de Dame chez nous. Un très bon jeu aussi, surtout pour ceux qui aimaient les cibles tombantes. Il avait un système de bonus countdown jugé intéressant, peut-être un peu plus sobre visuellement que les 2 autres, mais très solide niveau jeu. 3 flippers, 3 thèmes forts, une innovation sonore majeure, une licence ultra populaire, une adaptation de série télé et 3 succès critiques unanimes. On sent vraiment qu'il se passe quelque chose, que l'industrie monte en gamme. C'est exactement ça. L'arrivée de ces thèmes issus de la pop culture et l'importance croissante du son, ce sont vraiment 2 tendances de fond qui se confirment. D'ailleurs, le magazine signale plein d'autres nouveautés qui vont dans ce sens. Un nouveau jukebox Seaburg, le Disco 160, avec un micro-ordinateur intégré pour analyser les stats d'écoute et optimiser les sélections. L'arrivée imminente de Space Invaders chez Midway, bon ça, on sait aujourd'hui que ça va être un raz de marée. Il y a aussi un flipper Black Sheep Squadron chez Astro Games, encore une licence TV,
brûlées, les têtes brûlées, avec un concept original de pièces interchangeables sur le plateau. Williams qui sort un flipper white body à plateau large, le Pokerino, un jeu de bowling électronique pompait avec des sons électroniques, ça bouillonnait vraiment de partout, le matériel évoluait à une vitesse folle. C'est incroyable ce foisonnement juste avant le grand boom. Et derrière, les machines, il y avait les gens, les entreprises. Le magazine donne des nouvelles du petit monde de l'arcade, hein. Oui, il y a toujours les petites brèves. Intel est en convalescence, des mouvements chez les distributeurs, Godwin qui prend la distribution de Stern, Stan Russo qui rejoint Raw, des changements chez Rocola. Les grands fabricants comme Bally ou Rocola qui organisent des sessions de formation technique pour les réparateurs. Et puis l'anecdote amusante du basketteur pro de la NBA, Leonard Truck Robinson. Ah oui, celui qui disait améliorer ses réflexes. C'est ça, enjouement dans les salles d'arcade pendant les déplacements de son équipe. Ça devait être bon pour l'image de l'industrie. Le magazine fait aussi un gros plan sur Bally. C'est déjà un mastodonte à l'époque, très diversifié. Ils ont leur propre chaîne de salles, Aladdin's Castle, plus de 120 salles, qui leur servent aussi de terrain de test. Ils sont numéro 1 mondial des machines à sous pour les casinos, avec plus de 60 modèles et des systèmes de contrôle informatisés. Leur filiale Midway fabrique des circuits électroniques, même pour des géants de l'électronique grand public comme Zenith, RCA ou Magnavox. Ils ont des projets immobiliers à Atlantic City, la nouvelle capitale du jeu, sur la côte Est, et ils développent même une console de jeu ordinateur personnel pour le grand public. Bally était vraiment partout. Une vraie pieuvre. Oui, mais ils avaient aussi leur combat à mener. Ils devaient se défendre contre un projet de loi dans le New Jersey qui voulait limiter leur vente de machines à sous aux seuls casinos licenciés. Et ils étaient attaqués en justice par Magnavox pour une histoire de violation de brevets sur les jeux vidéo, même s'ils minimisaient l'affaire. Dans les autres échos, on apprend que Playboy Enterprises s'implique à fond dans la promotion du flipper Bally, ce qui semble logique. Un exportateur, Amico, signale de grosses commandes qui partent à l'étranger. Et puis, il y a les lettres des lecteurs. C'est toujours intéressant, ça montre bien les préoccupations de la base, la concurrence déloyale entre exploitants, le besoin de statistiques fiables sur le marché, le prix des disques 45 tours qui augmente pour les jukebox, les dates des salons professionnels jugées trop rapprochées. J'ai vu aussi qu'il avait un article au titre intrigant. Confession d'un exploitant de 2 ans. Qu'est-ce qu'il racontait ce jeune exploitant? C'est un témoignage assez lucide d'un certain Leigh Palmer. Il met le doigt sur quelque chose d'essentiel, la valeur perçue par le joueur. Il faut que le joueur ait le sentiment d'en avoir pour son argent. Sinon, il ne reviendra pas. Il fait aussi un lien très direct entre la frustration d'un jeu mal réglé, trop difficile ou injuste, et le risque de vandalisme sur la machine. C'est du bon sens, mais c'est bien de le rappeler. Et il critique le réglage standard 3 ou 5 billes par partie qu'on applique souvent sans réfléchir. Il dit qu'il faut adapter ce réglage à la nature même du jeu. Certains jeux sont plus longs, d'autres plus rapides. C'est un appel à mieux considérer l'expérience du joueur finalement. C'est vraiment passionnant de voir ça. En janvier 79, cette industrie américaine, c'est déjà un mélange hyper complexe. D'un côté, des considérations très terre-à-terre, hein, les coûts, les bons emplacements, la compta au cordeau. De l'autre, des défis légaux, réglementaires qui deviennent de plus en plus présents. Et en même temps, une créativité, une innovation technologique qui explose côté jeu. C'est tout à fait ça. On a cette gestion presque obsessionnelle de la rentabilité, cette anxiété palpable face à la conjoncture économique et aux nouvelles règles du jeu. Et à côté de ça, l'arrivée des licences fortes, l'explosion du son électronique qui change tout, la diversification vers des formats comme les tables cocktails. C'est une photographie incroyablement riche d'un secteur en pleine mutation, juste avant le grand virage, le grand boom qui va suivre. Une industrie vraiment sur le fil du rasoir en quelque sorte, prête à basculer. Et peut-être, pour conclure, une petite réflexion à emporter. Quand on voit cette culture du chiffre, cette analyse pointue de la dépréciation, cette stratégie d'emplacement déjà si développée en 1979, on peut se demander comment cette mentalité très business, peut-être née de ces contraintes initiales, a pu influencer, voire amplifier les cycles d'expansion et de crise que l'industrie a connus par la suite. Et ces premières batailles légales autour des droits d'auteur musicaux ou de la réglementation des machines, est-ce qu'elles ne font pas écho, d'une certaine manière, au débat qu'on a aujourd'hui sur les droits numériques, sur la régulation des plateformes digitales ? L'histoire ne se répète sans doute pas à l'identique, mais elle offre souvent des perspectives assez éclairantes sur le présent. Matière à réflexion, non ?